Alors salut une fois de plus et passons maintenant à la deuxième vidéo consacrée à la mécanique des structures où ici on parlera de la méthode des déplacements. Alors on a vu dans le tuto précédent qu'il pouvait exister plusieurs méthodes pour analyser le comportement dynamique d'un solide déformable à l'instar d'une structure quelconque qu'on a modélisé par une patatoïde sur une patatoïde qui est définie mathématiquement par un domaine oméga enveloppé par une surface d rang de oméga. Sur une partie de cette surface qu'on appelle d rang 1 oméga, on impose un champ de déplacement U qui est égal à UD et sur la partie restante, on impose des forces dans un champ de force. Alors, la méthode des déplacements. Rappelons déjà l'objectif ici. Lorsqu'on nous demande d'étudier, d'analyser la réponse dynamique de ceci, c'est de prévoir en fait le tenseur des contraintes, de prévoir le tenseur des déformations et de prévoir le champ de déplacement. On a vu qu'il existe plusieurs méthodes, la méthode des déplacements, la méthode des forces, la méthode des éléments finis et plusieurs autres. Ici, on aborde la méthode des déplacements. Alors, cette méthode consiste à postuler une forme de champ de déplacement. Ça veut dire que le travail essentiel sera d'émettre un champ de déplacement qui, lui, devra vérifier les conditions aux limites en déplacement. Donc, émettre un champ de déplacement U vérifiant les conditions aux limites en déplacement. Or, les conditions aux limites en déplacement dans notre schéma, nous avons U qui devra être égal à U donné sur d rang 1 de oméga. Donc, nous allons émettre un champ U qui vérifie cette condition uniquement sur cette partie de la surface. C'est la principale difficulté dans cette méthode car elle ne dépend que de nos intuitions et de l'analyse des conditions aux limites. Alors, une fois qu'on a émis ce champ de déplacement qui vérifie les conditions limites en déplacement, on va vérifier ensuite que cette équation on va vérifier qu'elle vérifie en fait l'équation d'équilibre. Et dans le cas d'un modèle, dans le cas d'un solide élastique linéaire et isochrope, on va vérifier en fait que U qu'on a émis vérifie l'équation d'équilibre. On sait que l'équation d'équilibre, c'est divergence de sigma plus FV égale au vecteur nul. On se demande bien, mais il est où U? Alors, par des équations, par la rhéologie des matériaux, il est possible de transformer ces équations et de les ramener à une forme qui ne dépend que de U. Et cela, bon, c'est fait par la rhéologie des matériaux. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rechercher la rhéologie des matériaux, là, et ce texte. Et cette partie qui va en fait chercher une relation entre les contraintes et les déformations, entre les contraintes, oui, et le champ de déplacement dans un matériau quelconque. Cela peut être soit par des lois empiriques qui proviennent de ce qu'on a obtenu en expérimentation ou de quelconque procédure. Alors ici, lorsqu'on aura éclaté l'expression divergence de sigma, donc divergence de sigma, on sait que c'est divergence de sigma plus force volumique qui est égale au vecteur nul. Lorsqu'on aura éclaté cette expression des forces surfaciques, on va se rendre compte que l'équation de Navier va nous permettre de l'exprimer en fonction du champ de contrainte, en fonction du champ de déplacement. Alors, il ne sera question pour nous que de vérifier mu divergence, mu Laplacien de U, bon, Laplacien vecteur parce que U c'est un vecteur, plus lambda, plus mu, gradient de la divergence de U, plus notre force volumique qui sera égale au vecteur nul. Donc maintenant, voilà ce qui nous reste à vérifier. Une fois que ceci sera vérifié maintenant, on va déterminer le tenseur des déformations vu qu'on aura déjà eu. On aura eu qu'on aura émis. S'il a vérifié les conditions et limites et il vérifie l'équation d'équilibre, alors on peut l'utiliser pour déterminer epsilon. Connaissant que epsilon est égal à 1 demi de grade de U
plus le gradient transposé de U, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ça, c'est en HPP, bien sûr. Une fois qu'on a déjà ceci, on a déterminé epsilon. Et si on a déterminé epsilon, on peut utiliser une loi de comportement pour prouver les contraintes et vérifier les équations, les conditions limites en contrainte. Donc, une fois qu'on a ceci, on va passer à la détermination de sigma maintenant par une loi de comportement. Bon, on connaît que pour les matériaux linéaires isotropes, c'est sigma égale à 2 mu fois epsilon plus lambda trace de epsilon fois l'identité. Ok, une fois que ceci est fait, on va se rassurer que sigma, et on va vérifier en fait si sigma vérifie également les conditions aux limites en effort. Et ici, les conditions limites en effort sont quoi? Sont celles qui vont ressortir du fait que sur d rang 2 de oméga, on a l'application de F2. Alors, s'il vous plaît, une petite précision. Lorsque je marque ceci, c'est en deux points différents. En fait, je voulais juste dire le champ de force imposé. Parce que sur cette partie, la normale n'est pas la même entre ces deux points d'application. Ça veut dire que là, je peux avoir N1, et là, je peux avoir N2. Les deux normales ne sont pas différentes. En chaque point d'application, on aura sigma N qui sera égal à FD en ce point. Donc, ce sera en fait ça que je voulais juste préciser. Le fait que je mette ça ne veut pas dire que les points sont confondus ou bien il existe une même normale. Non, c'est juste pour dire quoi? FD, c'est un champ. Et un champ, connaissant les points, parce que les points oméga 1, par exemple, et oméga 2 n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc, on peut retrouver l'expression de la force du champ de déplacement, de la force donnée en ce point-ci à partir de l'expression du champ de force. Donc, sigma n égale à fd en tous les points. Une fois que nous avons vérifié que sigma vérifie ceci, alors notre problème peut être dit résolu. Donc, en fait, voilà sur quoi repose la méthode. On va émettre un champ de déplacement, faire vérifier ce champ de déplacement, les conditions limites en déplacement, et l'équation d'équilibre qui découle de la divergence de sigma plus fv égale à 0 et qui est équivalent aux équations de Navier. Et maintenant, une fois que c'est fait, on admet ce champ de déplacement et on détermine le tenseur de déformation. Une fois que celui-ci est déterminé, on peut déduire le tenseur des contraintes, vérifier si le tenseur des contraintes vérifie les conditions limites en effort. Et si c'est le cas, alors la solution elle est là. On a notre U, notre epsilon et notre sigma. Je prends un petit exemple pour l'émission d'un champ de déplacement. Si je prends une poutre encastrée par exemple, une poutre encastrée qui est soumise à des sollicitations quelconques, disons. Maintenant, vous voyez, en ce point, si je l'appelle A, qui est l'origine, en ce point, qu'est-ce qu'on a? Un encastrement. Et tout le monde sait que le torseur de cohésion associé à la liaison encastrement est entièrement nul. Ce qui veut dire que tous les degrés de liberté, de mobilité sont bloqués. Donc, dans ce point, en A, si ça c'est l'axe des X par exemple, en X égale 0, j'ai tout mon déplacement qui est bloqué et toute forme de rotation qui est bloquée. Ça veut dire que là, j'ai en A, en X égale 0, j'ai mon U qui est nul et j'ai mon oméga qui est nul. Ok? Ce qui veut dire quoi? U nul et oméga nul. Oméga, vous allez voir dans la théorie des poutres, en fait, ce n'est rien d'autre que la variation de U, quoi, la dérivée de U par rapport à X, mais ça se verra, on aura le temps de développer cela. Vous voyez que nous avons à peu près U qui est égal à 0. Donc, si on prend U qui est égal à 0, en X égale à 0, si on prend uniquement U2 qui dépend de X, on peut dire que U2 est égal à 0 en X égale à 0. Et la dérivée de U2 par rapport à X qui est égal à quoi? Oméga 3 est encore égal à 0 en X égale 0. Donc, il faut que U2 qu'on va émettre puisse vérifier ces deux conditions. Or, en émettant par exemple le fait que U2 est égal à AX, une constante quelconque est égale à AX, ça vérifie la première, mais si je dérive, je retrouve A. Du coup, ça ne vérifie pas la deuxième condition. Il va falloir que je modifie
je peux mettre ax carré. Et là, je vois bien qu'en dérivant u2 par rapport à x, j'aurai 2ax. Et en x égale à 0, c'est nul. Ça veut dire que ce champ peut être émis comme champ de déplacement pour ce cas de problème si je devais utiliser la méthode des déplacements. Quelqu'un d'autre peut utiliser par exemple le fait que U2 peut être ce AX carré multiplié par, je sais pas, un bêta X carré plus gamma X plus un D par exemple. Voilà notre champ de déplacement qui peut être émis. Vous voyez bien que si on dérive en x égale à 0 d'abord, ce champ il est nul, comme le voudrait cette condition. Et si on dérive, on aura 2ax fois ça, plus la dérivée de ceci également, la dérivée de ceci fois ax carré. Vous voyez qu'en x 0, tout ceci va s'annuler. Donc voilà par exemple deux champs qui existent et qui vérifient les conditions aux limites. Mais on verra également que la solution, quand elle existe, elle est unique. Ça veut dire que l'un des deux champs est solution, pas les deux. Lorsqu'on va faire la procédure, on pourra se rendre compte, par exemple, au niveau de la vérification des conditions en effort, qu'un champ n'est pas correct et qu'il est judicieux de prendre l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on va juger en fait le problème. Et ne pas oublier ici que le but de la mécanique des solides déformables, c'est le dimensionnement, c'est-à-dire prévoir le comportement afin de jauger s'il est nécessaire de produire la pièce physiquement. Donc, on veut jauger si la pièce est capable de supporter certaines conditions, certaines sollicitations. Et si on voit qu'en fait, elle les supporte bien, alors on peut soit la redimensionner en allégeant, en allégeant le matériau, bon, en faisant le test plusieurs fois, c'est-à-dire quoi, pour minimiser le matériau à utiliser, de telle sorte qu'on soit plus économe, ou si les conditions ne sont pas vérifiées, alors on double le matériau ou bien on augmente la quantité et on refait tous les calculs pour voir si la structure elle est toujours stable malgré les sollicitations. Donc c'est en fait la procédure totale pour cette méthode. Elle est très intéressante, mais la difficulté principale réside sur l'émission du champ de déplacement. Alors, on se voit à la vidéo prochaine pour développer ensemble la méthode des forces. Alors, à plus et portez-vous bien. Bye bye.